Donc nous allons passer maintenant à une série de questions globales euh, auxquelles les quatre acteurs culturels pourront répondre. Je laisse la parole à Maud et Juliette pour poser les questions. Comment est-ce que vous analysez les effets de la crise sanitaire sur la relation qu'entretiennent les jeunes avec la culture et quels effets a eu la crise sur leur accès à la culture? Cette crise a eu un effet général sur toutes les personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Je pense qu'il y a eu une déstructuration importante, voilà, un temps d'absence énorme, quasiment 18 mois, où effectivement les conditions de vie de toutes les personnes, dont les jeunes, ont été bouleversées. Et il est possible, en tout cas c'est ce que je pense, que, on va dire, il y a eu des modifications de la réflexion sur le sens de la vie, sur effectivement, on va dire, les envies, les besoins, les aspirations de ces personnes. Voilà, on a déjà vu quand même pas mal de conséquences sur des arrêts de carrière, des modifications de parcours, des déménagements. Voilà. Et je pense que les jeunes ont eu aussi des perplexités qui ont peut-être modifié leur perception. Voilà. Donc effectivement, peut-être attendre une forme de stabilisation. Nous sommes encore dans l'incertitude. Et comme on le dit dans le secteur, la reprise n'est pas la fin de la crise. Voilà. Et qu'effectivement, une fois qu'il y a une stabilisation de moyen terme sur laquelle on peut, on va dire, s'appuyer, qu'on ait une réflexion collective. Une réflexion collective. Je pense qu'il n'est pas possible d'avoir une compréhension à la fois globale de toutes les situations concernant les différentes personnes et que, en tant qu'élu, donc représentant l'ensemble de ces personnes, l'ensemble des citoyens, l'ensemble des habitants, je pense qu'il faut effectivement avoir plus de données, une profondeur d'analyse qui nous permettent de faire des propositions qui soient là, durables. Puisqu'en fait, je pense que cette crise, comme le disait Martine, ça a été une succession de stop and go et qu'il y a une incertitude. Et donc, l'incertitude, c'est quand même très anxiogène et qu'il faut replacer un cadre, pour le coup, plus serein. Je pense qu'on a besoin de sérénité, en fait, tout simplement. Merci. Est-ce que d'autres intervenants veulent réagir à ce que vient de dire Madame Béatrice Masset? Je veux bien juste prendre la parole sur un aspect pour vous donner notre expérience au CADBIS, notamment sur l'avant-pandémie et l'après-pandémie. Et on a une salle de spectacle dans le CADBIS qui est à dominante vraiment jeunesse. On n'est pas du tout côté culture, on est vraiment côté jeunesse. Et avant la pandémie, on avait... En tout cas, les groupes de jeunes qui venaient organiser des choses dans notre salle de spectacle avaient plus de mal à remplir la salle. Et depuis la reprise, on va dire, il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent voir leurs potes jouer en concert. Là où j'ai l'impression, en tout cas sur ce que je vois, et notamment sur l'aspect rap, on va dire, dans les salles de spectacle, là où les têtes d'affiche remplissent un peu moins et sont obligés de reporter leurs concerts à... Et donc j'ai l'impression, ce que vous disiez Béatrice, c'est sur aussi la modification d'habitude. Là on a envie, sans doute en tant que jeune, mais peut-être que vous êtes mieux placé que nous pour vous dire ce que vous êtes en train de vivre, mais de plutôt avoir envie de revivre avec les copains et les copines, plutôt que d'aller voir des concerts de têtes d'affiche. Voilà, c'est notre petite expérience au CADBIS. Lucien, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, j'ai l'impression que depuis la fin notamment du premier confinement, mais même aussi cette année, il y a eu vraiment une soif et une nécessité de recréer du lien et du contact social. Et pour notre part, dans le laboratoire artistique populaire, donc le projet qui a lieu tous les ans depuis 5 ans, c'est l'année précédente, c'est cette année qui vient de s'écouler où on a vu la plus forte participation, le plus fort engagement des jeunes. Parce que les gens avaient subi un isolement social pendant des mois et des mois. Et maintenant, en fait, il y avait vraiment ce besoin vital de se rassembler. Alors après, par contre, le pendant un peu plus compliqué de ça, c'était les restrictions sanitaires pendant cette période-là qui étaient très compliquées et qui allaient... c'était des restrictions qui sont censées protéger la santé des personnes et qui le font, mais qui en même temps menacent leur santé mentale par des nécessités d'isolement. Donc nous, ça nous a forcé à trouver des solutions
assez alternatives. Alors soit de se faire en sorte que les gens puissent se rencontrer dehors, quand il n'y a pas le droit de se rencontrer dans des locaux trop exigus ou trop fermés, ou soit essayer de trouver des endroits où on avait un peu plus de liberté de pouvoir se rencontrer, parce que finalement, en fait, si chacun restait chez soi, le moral s'effondrait, et il y avait vraiment besoin de produire des choses culturelles, artistiques ensemble. Et là, il fallait trouver des solutions, et parfois un petit peu filouter avec les restrictions sanitaires. Vous qui êtes constamment en contact avec les jeunes, en matière de soutien à la citoyenneté culturelle des jeunes, quelle est la priorité et pourquoi? Donc, si vous voulez commencer. Pour moi, la priorité, il est déjà d'essayer de mettre tous les jeunes déjà sur un même pied d'égalité, déjà en termes d'accès à la culture, mais aussi de démocratisation culturelle. Ça passe par le fait de créer des espaces où chacun et chacune puisse à la fois s'engager et aussi partager sa culture personnellement aussi déjà. Et ne pas simplement mettre les jeunes dans une situation de consommation culturelle, même si c'est déjà un premier pas vers l'accès à la culture. Mais nous, ce qu'on fait dans notre association, c'est faire en sorte déjà que chacun puisse partager sa culture, développer des compétences artistiques. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez en termes d'éducation artistique et culturelle. Mais nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est qu'on n'a pas la prétention de transformer les jeunes en artistes, mais au moins essayer de décloisonner et de déhiérarchiser les cultures entre les personnes. Donc ça, pour moi, c'est une priorité. L'autre priorité, mais c'est ce qui se passe un peu dans ce que vous faites aujourd'hui avec le Conseil régional des jeunes, c'est peut-être déjà de continuer à renforcer la place des jeunes dans les politiques publiques, notamment de jeunesse, mais aussi de culture, parce que vous êtes aussi les premières et les premiers concernés. Et pour pas non plus rester dans cette situation de simple consommation, pouvoir être, comme vous faites maintenant, essayer de comprendre comment fonctionnent les politiques publiques de jeunesse, les politiques publiques de culture, et pouvoir donner votre avis et même plus y contribuer, les modeler. Et ça, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est ouvrir des lieux, essayer de permettre aussi à beaucoup d'espaces d'être pris de mettre des espaces entre les mains de jeunes, aussi faire comprendre que ouvrir un espace, ça demande de l'argent, et du coup de pouvoir être aussi dans l'accompagnement financier des projets. Nous, on a une bourse Frige au 4 bis qui permet aussi aux jeunes de monter des projets et d'avoir des aides financières pour pouvoir faire ces projets-là. Et d'autant plus avec la pandémie où on a quand même tous et toutes subi les difficultés financières. Il faut continuer aussi à aider financièrement les projets de jeunes et les jeunes qui veulent monter des projets, quoi. Je me permets de prendre la parole et répondre à la question de Théodore sur la place des jeunes dans les politiques. Comme je vous le disais, j'ai préféré attendre l'été 2022 pour effectivement proposer un programme, et il est déjà prévu et convenu qu'en fait, vous soyez destinataire en tant que Conseil régional des jeunes du programme, et que je vienne, si vous en êtes d'accord, vous rencontrer pour qu'on en discute. Voilà. Et donc, il y a 3 instances qui ont été choisies: le Conseil culturel, le Conseil régional des jeunes et 3CB, qui est une instance unique, je pense, où effectivement tous les niveaux territoriaux sont réunis autour de la table sur les politiques culturelles. Et donc, en fait, merci de votre invitation, et je vous invite à me réinviter pour qu'on discute ensemble. Voilà. Juste pour aller apporter une réponse par une entrée de dispositif à la question. Vous connaissez sûrement tous, ou peut-être pas encore, le Pass Culture, avec cette somme allouée sur l'année de vos 18 ans en totale autonomie pour faire des achats ou de places de spectacle, de biens culturels. Mais à partir du mois de janvier, et déjà pour certains lycées dès maintenant, il va y avoir aussi la possibilité pour vous, à partir de la seconde, de disposer d'une petite enveloppe budgétaire pour être initier cette démarche avant les 18 ans. Donc vous pouvez très bien entre vous entendre pour prendre X places pour un spectacle, ou payer des ateliers de pratique dans une école et puis aller faire des choses ensemble. Donc ça, c'est possible. Et il y aura également une somme prévue par établissement scolaire et par classe pour des projets collectifs, sous la responsabilité de chaque enseignant. Après, c'est dans la relation élève-enseignant qu'il y a sûrement des choses qui peuvent se dessiner.
Et je ne vais pas rentrer dans la mécanique, hein, c'est un peu complexe, mais en tout cas, sachez qu'il y aura cette possibilité par classe de disposer d'un budget suivant le nombre d'élèves de 700-800 euros, alloué à la structure culturelle qui sera partenaire et qui pourra, grâce à ça, financer un projet pour des classes. Donc c'est un outil majeur dans cette région partagé par tous les acteurs publics. Mais il y en a d'autres. Jeunes en librairie, cette année, a concerné 22 lycées en Bretagne. C'était une première et je trouve que c'est très intéressant. Ça permet aussi de déployer davantage le partenariat avec d'autres types de structures. Les librairies, c'est inédit pour nous, on ne l'avait jamais fait. Voilà, donc vous le savez sûrement, dans les structures culturelles, que ce soit des festivals, des théâtres, je sais que certains d'entre vous demain vont au Champ Libre ou au TNB, aux Ateliers du Vent. Il y a des personnes dans ces structures, que ce soit des associations ou pas, on s'en fiche, dont le travail, c'est justement de dialoguer avec les jeunes, notamment, pas seulement, hein, pour essayer d'adapter au mieux leurs propositions aux demandes qui leur sont faites. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, soit individuellement, par groupe, je ne sais pas comment vous organisez, à aller dialoguer avec ces personnes-là, à aller échanger, et je pense qu'ils ne demandent que ça pour pouvoir adapter leurs réponses à vos souhaits. Pour ma part, je vous inviterais, et peut-être aussi je vous inviterais à aller à la rencontre peut-être de ces espaces dont on parlait plus tôt dans l'entretien tout à l'heure, de tiers-lieux jeunesse, et d'espaces en fait qui concernent, en tout cas pour notre part, plutôt des jeunes adultes, c'est 18-30 ans, mais qui ont un âge qui n'est pas si éloigné que le vôtre. La moyenne d'âge des gens avec qui on travaille, c'est 21 ans, donc c'est pas très très éloigné de l'âge lycéen, et en fait c'est des espaces où se passe une formidable mixité sociale, une formidable créativité, inventivité. Ce sont des espaces de liberté, et même si c'est des espaces qui ne sont pas premièrement tous dédiés à la culture, c'est des espaces dans lesquels émerge de la création artistique, de la diffusion culturelle, et aussi ce sont des espaces de ce qu'on appelle l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est un endroit où on fait de l'apprentissage entre pairs, donc entre personnes qui peuvent venir de milieux similaires mais aussi de milieux différents. Et en fait, ça vient compléter ce que vous pouvez aussi apprendre au sein de vos établissements d'éducation nationale. Et moi, je trouve qu'il y a des fois, il manque de lien entre cette éducation nationale et cette éducation populaire, et qui pourrait se faire notamment par l'entrée culturelle et artistique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des moyens pour moi les plus simples, les plus universels de se faire se rencontrer des gens. Et je trouverais très intéressant dans une dynamique de curiosité culturelle que vous puissiez aller à la rencontre. Nous, on vous ouvre les portes en tout cas du laboratoire artistique populaire. Je suis sûr que ce ne serait pas très difficile d'aller organiser des rencontres dans d'autres lieux partout en Bretagne, qui seraient ravis de pouvoir échanger avec aussi les problématiques que vous rencontrez en tant que lycéen et vos aspirations culturelles et artistiques. De mon point de vue, les droits culturels, comment dirais-je, sont la notion, on va dire, primordiale à mettre en œuvre pour que justement chaque personne, quel que soit son âge, puisse avoir accès à la vie culturelle dont il a envie et dont il a besoin. Voilà. Donc, dans cette fameuse note d'orientation dont je vous ai parlé, j'ai effectivement positionné les droits culturels dans ce mandat comme étant, on va dire, la ligne directrice. Voilà, la ligne directrice, en sachant que c'est une notion un peu particulière. Peut-être qu'effectivement un jour il faut qu'on en discute pour effectivement voir comment chacun peut se l'approprier et en avoir une compréhension. Donc en fait j'ai proposé une expérimentation territoriale pour mettre en œuvre justement les droits culturels, et cette expérimentation territoriale, elle se fait sur des petits territoires où on va à la rencontre des personnes, pour effectivement prendre en compte et en considération leurs attentes, leurs définitions et leurs aspirations, au-delà de ce qu'en France actuellement on nomme culture. Et donc je viendrai vous en parler une prochaine fois. Et pour faire très rapide, faites des projets, montez des projets, allez frapper aux portes. C'est vraiment vous qui avez les clés, le pouvoir, montez des projets, faites des projets.